Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif 2018. Ce soir, nous nous rendons du côté de la commune d'Assès, une commune qui est dirigée depuis 2012, comme on va le voir sur l'infographie, par une tripartite accord écolo ad hoc. Elle compte 9 sièges sur 17 et dans l'opposition, un seul parti, le groupe ALN, qui compte dans ses rangs 8 élus. ALN qui a été rejeté dans l'opposition en 2012 alors que le groupe était au pouvoir avec le groupe Accord de 2006 à 2012. Alors autour de la table, j'accueille 5 invités. D'abord, je présente la majorité avec son bourgmestre, Danny Weverberg. Bonsoir. Vous appartenez au groupe Accord et vous êtes un jeune bourgmestre, si je puis dire, puisque vous êtes installé depuis décembre dernier, puisque avant vous, c'était Pierre Tasio, qui était maire de 2012 à 2017. On aura l'occasion d'en parler de ce débat dans cette émission. Et s'agissant de dresser le bilan de la législature, on avait d'abord contacté Pierre Tasio pour qu'il vienne sur ce plateau. Malheureusement, il a décliné notre offre. À vos côtés, Georges Quinet, on vous connaît comme député fédéral, mais aussi vous êtes membre du conseil communal d'Assès, dont vous êtes le président d'ailleurs. Et puis, dernier membre de la coalition présent sur le plateau ce soir, Christiane Marchal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes échevine de la jeunesse et du secteur associatif, entre autres, et vous représentez le groupe ad hoc. Alors, pour l'opposition de l'autre côté de la table, j'accueille Sébastien Amblet, bonsoir, ainsi que Marc Pierson. Votre groupe donc compte 8 sièges sur 17 au conseil communal. Alors, rapidement, un petit tour de table, très, très rapide, peut-être honneur aux dames. Je vais commencer par vous. Si vous deviez mettre une cote sur 10 au travail, au bilan de la législature et de la majorité pour cette législature 2012-2018, une note sur 10 7. 7 sur 10, pourquoi, 7 brièvement? Un élément positif? Je pense qu'on a été constructif et à 3, ben voilà, il fallait prendre ses marques et je pense qu'on y est arrivé. 7 sur 10, Georges Quinet? 7 sur 10 aussi. Le pacte de majorité, c'était une commune plus solidaire, plus participative, plus verte. On a avancé dans cette direction. Pas toujours aussi vite que je l'aurais souhaité. Il y a encore des choses à changer. Donc 7 sur 10 pour la majorité et 4 sur 10 pour l'opposition. Je peux en parler à vos côtés tout à l'heure. Vous pouvez, mais pourquoi pas. Voilà. Parfois avec des remarques constructives dont on a essayé de tenir compte. Trop souvent, à mon goût, revancharde et négative. On aura l'occasion d'en parler, notamment du dossier de la participation citoyenne. Monsieur le bourgmestre? 8 sur 10, une majorité constructive. Parce que ce n'était pas évident pour nous de partir avec 3 groupes dont 2 n'avaient jamais fait partie d'une majorité communale. Et nous sommes parvenus à construire un bon bilan dont nous pourrons en reparler ici dans la suite de l'émission. Et pour l'opposition, Georges Quinet mettait 4 sur 10. Est-ce que vous mettez aussi un code rouge? Un 4 sur 10. Oui. Un 4 sur 10, voilà. J'allais oublier l'opposition. La cote de la législature écoulée. Je dirais avec complaisance 3 sur 10. Trouver quand même quelques points positifs, mais bon, il est vrai que la déception caractérise le sentiment général à l'issue de ces 6 années de mandature un peu chaotique. Marc Pierson, même cote? Je trouve effectivement que les chiffres avancés par la majorité sont présomptueux. Je dirais un 4 maximum. C'est un attelage qui n'a pas fonctionné dès le départ. On y reviendra dans le détail d'ailleurs pour justifier notre cote. Ok, voilà pour les cotes. Alors on va parler maintenant du fait marquant de la législature. En fait, il y en a eu plusieurs. Cette législature a été marquée dès le début avec, souvenez-vous, la contestation par ALN des résultats électoraux à Assès. Souvenez-vous, au lendemain des élections d'octobre 2012, le groupe ALN avait contesté le résultat des élections suite à 65 bulletins excédentaires trouvés dans un bureau de vote. Une contestation qui a reporté de 59 jours, j'allais confondre avec le gouvernement fédéral, de 59 jours, l'installation de la nouvelle tripartite écolo, ad hoc et accord. Cela a laissé des traces, notamment auprès de Pierre Tasio, le bourgmestre d'Assès, qui, je disais en début d'émission, a démissionné. C'était en décembre. Et on va revenir parce que c'est un fait marquant, un bourgmestre qui démissionne dans le courant d'une législature, cela n'arrive pas toujours. Et je vous propose d'ailleurs de revenir sur ce fait marquant en plongeant lors d'un conseil communal, c'était en décembre dernier.
Pierre Tazio ne veut plus être bourgmestre, lui qui a pris les commandes de la commune en 2012 dans un contexte déjà difficile. Pour rappel, à l'époque, les résultats électoraux avaient été contestés suite à une réclamation de l'ancien maire Luc Bouvroux. C'était, souvenez-vous, la fameuse affaire des 65 bulletins blancs et nuls excédentaires dans un bureau de vote. Le scrutin 2012 est l'un des multiples cailloux dans la chaussure politique de Pierre Tazio qui le pousse aujourd'hui à ne plus marcher avec son costume mayoral. Il y a une législature qui n'a pas été très facile, vous savez bien, qui a commencé dès le début avec le problème des résultats électoraux. Alors on a dû vivre avec un échevin qui, je ne vais pas insister, qui ne convenait à personne et qui ne faisait pas pour moi son boulot. Je ne dis pas sa mise à la porte, mais son changement n'a pas été facile, c'était délicat. Puis, comme je vous le dis, c'est succédé après le décès de mon épouse. Je pensais m'en remettre plus facilement, mais ça, le tout ensemble, ça m'a amené une fatigue très importante. Enfin, fatigue plutôt morale, mais enfin qui a quand même son importance. Autre raison évoquée, une vie difficile au sein d'une tripartite. À côté du nouveau bourgmestre Danny Weverberg, Pierre Tazio déplore qu'il a souvent manqué de soutien au sein de son équipe. Je suis déçu par rapport à ma législature, ça je vous le dis franchement, que les rapports entre le CPS et la commune, et ça je le dis franchement, ils n'ont pas toujours été au mieux alors que la mise en place de cette structure était faite pour que, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, j'insiste sur le phénomène, mais la mise en place de cette structure, c'était une mise en commun, et donc une mise en commun du CPS et de la commune. Je regrette parfois, ça n'a pas toujours été bien réalisé. Voilà, donc c'était en décembre dernier, à l'issue de ce conseil communal, Sébastien Blin, je vous avais interviewé, vous m'avez dit, voilà, cette démission, c'est l'expression de l'échec de la majorité. Pourquoi ? Tout d'abord, quand un aspect de la vie privée intervient dans un choix, il doit être respecté. Ça, c'est un premier élément. Mais évidemment, nous pensions et nous constations depuis des mois que le Mailleur n'était plus en phase avec sa majorité, qu'il y avait un manque de cohésion remarquable. Lui-même en parle et s'est fait le témoin de ce manque de cohésion, alors que c'était le leitmotiv de cette majorité qui visait à remplacer ALN. Quand on crée une majorité avec pour but unique, principal, de mettre dehors le groupe le plus important, de mettre dehors le Mailleur sortant, comme ça a été déclaré lors des débats préélectoraux de 2012, on n'a pas de fondation, on n'a pas de ciment pour réussir dans la cohésion et la cohérence cette nouvelle majorité. Et très vite, dans les mois qui ont suivi l'installation de la majorité, on a constaté ce péril. Christiane Marchal, vous êtes d'accord? Enfin, je suppose que vous n'êtes pas d'accord, mais quand M. Humblay dit, voilà, ce départ, c'est la preuve qu'il n'y a pas de ciment au sein de la coalition. Le départ, effectivement, était assez difficile, mais je pense qu'assez rapidement, le groupe, la tripartite, on a travaillé pour le bien-être des citoyens et assez rapidement, je pense qu'on a été constructif. Enfin, moi, je n'ai pas ce sentiment. Si je regarde la législature, nous sommes là depuis à peu près 5 ans et 2 mois. Il y a dû y avoir à peu près 50 conseils communaux pendant cette période, avec une quinzaine de points à chacun des conseils communaux. Ça veut dire que 750 points ont été votés. Jamais il n'a manqué une vote dans la majorité. Pour les 750 points, les 9 élus de la majorité ont voté ce point. Donc il n'y a jamais eu de divergence au sein de la majorité. Par contre, l'opposition LN s'est régulièrement divisée. Si je regarde dans les derniers conseils communaux, nous avons par exemple fait voter l'engagement d'un informaticien. La majorité l'a fait voter. Un représentant de LN, Mme Avalos, a voté pour. Les autres ont voté contre. Si je prends la motion contre les visites domiciliaires, là-bas, le groupe ALN, il a littéralement explosé. Sur 7 membres d'ALN, 4 ont voté contre la majorité, 2 se sont abstenus, 1 a voté pour les visites domiciliaires. Donc ce que je remarque concrètement dans les chiffres, 750 votes, chaque fois, la majorité a été soudée, il n'a pas manqué une voix. Vous dites aussi, voilà, s'il y a des défauts peut-être de cohésion dans la majorité, c'est le cas aussi du côté de l'opposition. Réaction, Marc Pirsou ? C'est vrai que nous sommes un groupe ouvert où chacun a la possibilité de s'exprimer, parfois avec des nuances sur certains thèmes, et ça c'est la politique, la réelle politique en quelque sorte. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, à savoir que dès 2014, nous étions informés de grosses difficultés au sein du collège avec le comportement particulièrement malheureux d'un échevin. Nous avons mis la majorité en garde en disant est-ce que vraiment il faut maintenir cet échevin en place? Il est resté 2 années supplémentaires, ce n'est qu'en 2016, quand la situation est devenue vraiment intenable, que cet échevin a été évacué. Donc franchement, pendant 2 années, on a vécu très très mal sous une majorité où il est, une majorité de façade, mais qui n'en était rien en fait.
Réaction peut-être par rapport à M. Weverberg? Je pense que concrètement, ça s'est vu au conseil communal, la majorité n'a jamais fait défaut. Dans tous les collèges, il y a régulièrement des tensions. Lorsque vous étiez au pouvoir aussi, il y avait des tensions entre les échevins, ce qui est normal, on n'est pas toujours d'accord entre nous. C'est vrai que nous n'étions pas toujours d'accord entre nous, mais tout s'est toujours résolu. Nous sommes toujours arrivés à un consensus qui s'est traduit par des votes unanimes au conseil communal. Il n'a jamais manqué une voix en 5 ans à la majorité. Voilà, on a entendu votre point de vue sur cette question, on ne va pas s'attarder là-dessus. Point de vue divergent, on va à présent replonger dans les archives des archives de 2012. Il y avait un débat électoral sur ce plateau même. Débat au cours duquel les élus font des promesses, parlent aussi de projets. Place à notre rubrique, donc promesses tenues. Et en 2012, il était déjà question de la ZAC. Alors la ZAC, ça vous dit quelque chose, évidemment. La zone d'aménagement communal concerté qui se trouve derrière la gendarmerie à Assès. Un important dossier pour Assès puisqu'il s'agit de construire ni plus ni moins plusieurs dizaines de logements. On écoute des propos tenus à l'époque par un membre du groupe Accord sur notre plateau. C'était en 2012. Nous retrouvons en première priorité la zone de la gendarmerie où effectivement on construit la maison communale. Je crois qu'aujourd'hui, il serait effectivement grand temps que l'on travaille de manière à pouvoir équiper cette zone, à pouvoir la viabiliser, comme on dit en France, et pouvoir vendre rapidement donc ces emplacements. D'une part, pour bien entendu renflouer les caisses quand même de la commune aussi. Alors, Danny Weverberg, une petite question. Force est de constater que 6 ans après cette déclaration, apparemment sur le terrain, rien ne s'est concrétisé. Non, le dossier a bien avancé. Comme le disait Alain, les finances communales en début de législature étaient difficiles. Les finances communales ont été redressées. Donc il n'y avait plus d'urgence de mettre en œuvre la ZAC. Et nous avons bien travaillé, nous avons bien avancé sur la ZAC. Le règlement d'urbanisme environnemental, ce qu'on appelle le RU, est maintenant prêt et pourra bientôt être soumis au conseil communal. Mais c'est un dossier sur lequel il faut bien réfléchir avant de s'engager. On parle ici pas de question de lenteur par rapport à ça. Quand on entend un propos 2012, vous dites que c'est un dossier normal qui prend du temps. On parle ici d'une dizaine d'hectares, de plus de 200 logements. Ce n'est pas quelque chose qu'on va improviser. On va modifier le centre de gravité de la commune, enfin, du village d'Assès. On va le déplacer de la maison communale vers une nouvelle maison communale. Et il n'y a aucune perte de valeur, puisque les terrains, les biens fonciers continuent dans le temps à se valoriser. Donc il n'y a aucune perte communale, ça devait être bien vu, bien pensé. Nous avons des projets de logement intergénérationnel, même pour d'y consacrer 12 années, parce que c'est vrai que ce dossier dont Alain De Bruyn parle ici en 2012, Pierre Tazio l'avait en main depuis 2006. Donc en réalité, il y a 12 ans qu'on planche sur ce projet. Et la proposition de la ZAC, en fait, est un des piliers majeurs du développement d'Assès, vous venez de le dire. Et aussi, évidemment, au niveau équilibrage des finances, ça a eu permis de consolider la situation. On l'avait d'ailleurs évoqué au moment de la construction de la maison communale. Mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, nous ne sommes absolument nulle part. Le RU sera très bientôt approuvé par le conseil communal. Enfin, oui, permettez, M. Mottard. Je voudrais dire, moi, donc, par rapport à la situation budgétaire communale qui était difficile en début de majorité avec l'investissement dans la nouvelle maison communale, une alternative a été trouvée grâce à un partenariat avec la SNCB. Et donc l'urgence a disparu. L'erreur qui n'a pas été commise, c'est de vendre cette zone en cœur de village à un promoteur, ce qui entraînait un gain rapide, mais une perte de maîtrise par la commune de ce qu'allait devenir ce quartier. Nous avons travaillé pour déterminer dans le cadre de ce règlement d'urbanisme et ce rapport urbanistique et environnemental pour faire dans le futur, et il est prêt, ici, un quartier l'opposition par rapport à ce dossier, c'est se dire que c'est trop long. Enfin, on n'en est nulle part pour l'instant. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses soient bien faites, qu'il y ait une mixité sociale, qu'on prévoit des cheminements piétons, une qualité énergétique extraordinaire, de la biodiversité, des équipements collectifs. Et tout ça a été construit au cours des 6 ans, intellectuellement, de façon collective, donc vous dites, voilà, il n'y a pas de retard, on prend le temps, la commission locale de développement durable. Et nous sommes prêts pour la prochaine législature pour faire ce nouveau quartier, cet éco-quartier en cœur de village. Nous l'ignorons totalement. S'il y a un dossier, il est secret, parce que le conseil communal n'a pas eu à se prononcer sur un plan, sur un dossier, rien du tout. Peut-être que dans les dernières semaines de la mandature, on va venir avec ce dossier-là, on l'ignore. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas eu de développement rural dont vous faites partie, de présentation. On a débattu très largement. En 6 ans, donc je pense que là, c'est vraiment une perte de temps remarquable. Heureusement, on a gardé la maîtrise, mais la gestion était nulle. Vous seriez resté au pouvoir, il y aurait
concrètement des maisons. On aurait vendu à Thomas et Piron. Non, pas du tout. On avait fait estimer la valeur d'une partie de la plaque. Vous savez qu'il y avait 3 zones, donc il ne s'agissait pas de faire 200 logements d'un coup. On pouvait travailler en phase. Il y avait la problématique de la mobilité, il y avait la problématique des équipements collectifs, de la mixité sociale, mais c'est prioritaire dans la déclaration de politique générale. C'est le premier dossier de Didier Want, dans la déclaration de janvier 2013. Et il n'y a aucun dossier de présenter à la population ou au conseil communal près de 6 ans plus tard. Donc ça n'est pas sérieux. Deux discours opposés. D'un côté, il y a une... On vient d'évoquer effectivement le rôle de Pierre Tazio dans la majorité précédente. C'était bien un des premiers qui était prêt à vendre un promoteur. Je voudrais témoigner sur cet aspect des choses pour se simplifier la vie. Or, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il faut bien savoir que la programmation des ZAC fait en sorte que les 5 ZAC de la commune d'Assès soient liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la première n'est pas équipée, vous ne pouvez pas passer à la deuxième, et ainsi de suite. Alors, 12 ans dans une vie, vous savez, 2 législatures, c'est énorme pour justement procéder à la première étape, qui est l'équipement de cette fameuse ZAC de la gendarmerie. Donc voilà, il ne faut pas caricaturer les propos de Pierre. Si Pierre était d'accord de vendre un promoteur, c'est assorti de toute une série de conditions qui veillent à ce que ce soit fait dans de bonnes conditions. Logement intergénérationnel, logement durable, etc. Donc ce n'était pas une vente à tout prix, à n'importe quel prix. Je vous invite, on va pas refaire le débat, parce qu'en 2012, j'ai vu le débat, et vous parliez déjà de la question du promoteur. Je vous propose d'avancer. On a bien compris votre point de vue différent par rapport à la gestion de ce dossier important, puisque je vous rappelle qu'il prévoit la création de combien de logements? 200 logements. Il faut, derrière la zone, c'est une nouveau frigo, je pense. On va toujours parler logement et habitation, nouvelles habitations. Si vous voulez bien, vous le savez, mesdames, messieurs les élus, dans l'objectif de 2018, on donne la possibilité aux citoyens de vous interpeller via notre page Facebook sur des sujets communaux qui les touchent, qui les interpellent. Et parmi les interpellations que nous avons reçues, nous avons choisi une seule. Elle émane du comité des villageois de Sarre-Bernard et je vous propose de la découvrir ensemble, cette question. Voilà, je vais vous la lire. Le village de Sarre-Bernard, le plus dense de l'entité d'Assès, est devenu le dortoir de Namur et de la commune d'Assès. En 17 ans, il y a eu 34% de logements en plus, sans que les équipements publics suivent. Arrêtez de construire dans notre village, il faudrait au minimum un moratoire. Alors, petit tour de table par rapport à cette interpellation. Je pense qu'il y a encore eu des lotissements lors de cette législature. Faut-il arrêter de construire dans ce village qui est déjà assez dense, d'après le comité des villageois de Sarre-Bernard, M. Weverberg? Je pense qu'il ne faut pas arrêter de construire, mais il faut planifier la construction de logements pour faire en sorte que les services publics puissent suivre et absorber l'excédent, la nouvelle population qui arrive. Donc, être prudent au niveau des écoles, au niveau de l'infrastructure routière, essayer peut-être de recréer un commerce local dans Sarre-Bernard qui pourrait être favorisé par la présence de nouveaux habitants. Donc, il faut accompagner l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'habitants à Sarre-Bernard. L'opposition. 2 dossiers d'urbanisme importants ont été présentés à la majorité pendant cette législature et ils sont bloqués. Donc il y a eu des avatars, des difficultés. Je pense qu'il y a eu des désaccords au sein du collège quant à l'octroi du permis pour 2 dossiers de logement importants, l'un à l'entrée du village, l'autre tout près du cimetière. La question ici du comité des villageois de Sarre-Bernard, c'est de dire qu'il faut arrêter au moins un moratoire. Il y a d'autres villages. Vous êtes d'accord avec ces propos-là? Il y avait en tout cas lieu de mobiliser la ZAC d'Assès-Centre avant d'ouvrir d'autres zones à l'habitat. Et ça a été une négligence et une lenteur que nous ne comprenons pas. Ça aurait l'effet contraire, justement. Si on libère la ZAC d'Assès, on va ouvrir la ZAC de Sarre-Bernard. Il y aurait eu de l'offre de logement pour les citoyens. Qui est multifonctionnel. Et c'est donc l'occasion, la belle opportunité pour procéder à un encouragement de l'implantation de commerce ou que sais-je. Parce que j'aime bien vos conditionnels, il faudrait, il y a qu'à, etc. Mais ça ne nous conduit nulle part. Dites-nous quelles mesures vous comptez prendre pour développer l'activité commerciale et de service à Sarre-Bernard. De par sa topographie, Sarre-Bernard qui est un village quand même relativement à l'écart, isolé, par rapport à l'ensemble d'Assès, dites-nous quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour... En termes d'aménagement du territoire, la commune d'Assès dispose d'un schéma de structure depuis la législature 2000-2006, sous l'impulsion d'Écolo, qui dit qu'il faut urbaniser prioritairement les 3 villages qui sont proches des axes de communication, que sont la Nationale 4, la E411 et la ligne de chemin de fer. Donc il s'agit de Sarre-Bernard, justement, mais qui objectivement a déjà connu une grande augmentation donc, précisément, de sa population. L'interpellation du comité des villageois, est-ce qu'il faut arrêter de construire à Sarre-Bernard? C'était le sens de la question. Il faut construire à Sarre-Bernard avant de construire dans des villages
plus éloigné et le plus possible en proximité du centre de Sart-Bernard, mais il faut que les équipements collectifs suivent. Il faut effectivement essayer de reconstruire du commerce ou améliorer les cheminements. Il y a une grande surface qui vend des produits locaux à proximité de Sart-Bernard. Si on la rend accessible par des cheminements doux, comme on a équipé des cheminements doux entre Courrières et Sart-Bernard, on va retrouver une mobilité, une convivialité de village. Je me mets à la place sans doute du comité, s'ils étaient sur le plateau, il me dirait, Monsieur Georges Quinet, est-ce qu'il faut un moratoire, il faut arrêter ces constructions, d'abord établir des équipements publics, et puis après on autorise à construire. C'est un peu l'œuf ou la poule, il ne faut pas accepter n'importe quoi, et si les deux projets dont parle l'opposition ici n'ont pas abouti, c'est surtout parce que la majorité communale a placé des exigences urbanistiques, des exigences énergétiques, des exigences en termes de respect de la biodiversité, de gestion des eaux. Et on est au bras de fer avec des promoteurs, mais qui ont aussi des droits quand ils sont propriétaires de certains terrains. Et si la commune fait n'importe quoi, il y a des possibilités de recours à la région wallonne et nous perdons la main. Parce que donc le Conseil d'État a cassé, dites un peu, monsieur Quinet, que le Conseil d'État a cassé le mauvais permis que vous avez octroyé de manière illégale. Et heureusement qu'il y a des juridictions en Belgique qui empêchent les politiques de faire des actes. Les citoyens ont le droit, effectivement, et heureusement. De la commune, d'ailleurs, parce qu'en même temps, M. Humblay, oui, allez-y. Oui, aux frais de la commune, un avocat a été mandaté pour défendre ce permis, et sans succès, tandis que les riverains, eux, n'avaient pas pris de conseil, et le dossier est toujours pendant, donc depuis 5 ans. Donc, je comprends l'énervement des riverains et du promoteur, d'ailleurs, mais il faut une concertation, il faut rassembler les gens, il faut les écouter. Et je trouve que le village de Sart-Bernard a été abandonné sous cette mandature, et il n'y a plus un commerce à Sart-Bernard que je sache. On avait un beau projet d'activité sportive, d'infrastructure, pétanque et tennis à Sart-Bernard qui a été abandonné sous cette mandature. Une école qui était agrandie. Et puis maintenant, on se trouve à Cuillat avec les citoyens qui se plaignent. Mais donc, pour être juste, il s'agit d'un permis qui a été octroyé pour la précédente majorité qui a été cassé parce que les riverains ont le droit de s'opposer, et la discussion avec le promoteur est d'essayer d'améliorer son projet. Et c'est ça que nous avons fait en matière urbanistique de façon constante, avec des privés, avec des promoteurs. Je vous interromps juste parce que tout à l'heure vous parlez de l'œuf ou la poule, mais la question est simple. Est-ce qu'il faut mettre un moratoire sur la construction de logements à Sart-Bernard en attendant que des équipements publics? Normalement, la possibilité, quand il y a des terrains à bâtir, ce qu'elle peut faire, c'est d'une part améliorer les projets des promoteurs, les conditionner, et d'autre part, et c'est nécessaire, et les Sartois ont raison, les équipements collectifs, les équipements routiers, la sécurité routière, avoir des comités d'accompagnement de ce type de projet, puisque les projets précédents qui ont été réalisés sous la précédente législature ne l'ont pas été faits de façon satisfaisante. Notamment, les riverains nous expliquent qu'en termes de sécurité routière, les camions, etc., posaient des difficultés. Ça, il faut effectivement l'améliorer. Ok, voilà votre point de vue sur cette question-là. Autre promesse qui était tenue plutôt d'un projet, c'était un thème de campagne en 2012, c'était la jeunesse. Madame Maréchal, vous en êtes chargée de ce portefeuille. Tous les partis confondus avaient des propositions en 2012 sur cette thématique, et je vous propose d'en écouter quelques-unes. Pas trop. Assès comprend un tiers de sa population pratiquement de jeunes. Donc c'est une commune extrêmement forte de ce côté-là. Il faudrait valoriser cela. On pense à Atroc, organiser avec eux, avec leur motivation, un festival, quelque chose d'important, un événement national, voire international. Et nous souhaitons aussi supprimer le couvre-feu à l'avenir sur le territoire de notre commune. Couvre-feu dont on a beaucoup parlé déjà d'ailleurs. Dans notre proposition aussi, il y a la création d'une commission consultative donc, des jeunes. La première chose à faire, me semble-t-il, c'est de les consulter pendant 6 ans, et pas simplement à la veille des élections ou quand un problème se pose. Voilà, plusieurs propositions très concrètes. Alors on va voir si 6 ans après presque elles ont été réalisées, concrétisées sur le terrain. Je me tourne d'abord vers vous, Madame Marchal. Vous êtes donc échevine de la jeunesse. Proposition de votre groupe en 2012, c'était la création d'un festival en collaboration avec les jeunes. Est-ce que ça a été créé, ça ou pas? Donc, le festival n'a pas été créé, mais en concertation avec la jeunesse, parce qu'on a une jeunesse fort dynamique qui s'occupe de diverses festivités, et ça ne les intéressait pas du tout de créer un festival, parce que déjà, ça demande beaucoup de travail. Et eux, comme ils organisent déjà leurs festivités au sein de chaque village, il y a toutes les kermesses. Voilà, ils avaient assez de travail, quoi. Donc ça n'a pas été... Voilà, ils avaient assez de travail.
De même que pour l'organisation d'un comité de jeunes, mais plus communal, une maison de jeunes, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont leur comité qui fonctionne super bien. Il y a juste à Crupé où il n'y a plus parce que manque de jeunes, de jeunesses. Mais autrement, les autres villages ont leur comité de jeunes et ça ne les intéresse vraiment pas. Vous parlez de comité, je vais peut-être me tourner vers le groupe Accord, puisque c'était une proposition qu'on a entendue ici dans l'extrait. Est-ce que vous avez mis sur pied une commission consultative des jeunes? Nous réunissons régulièrement les jeunes, les mouvements de jeunesse et les clubs des jeunes de l'entité. Et il faut les remercier, nous sommes régulièrement venus en aide. C'est une commission consultative? C'est une réunion informelle, ce n'est pas une réunion. Non, parce que les jeunes ne sont pas très attachés aux réunions formelles. Ils préfèrent venir aux réunions informelles et venir nous rencontrer. Bon, d'abord lorsqu'ils ont des demandes, mais également lorsque nous leur demandons. Par exemple, ils nous ont aidés pour la fête du 21 juillet. Ça fait 2 ans que ce sont les jeunes qui prennent en main la fête du 21 juillet. Mais donc pas de commission consultative pour rien de formel. Ils n'étaient pas demandeurs. Ils n'étaient pas demandeurs. Écolo, on entend Didier Wan qui dit qu'il faut consulter les jeunes, non pas juste avant les élections, mais pendant toute la durée. Il faut veiller à cela. Est-ce que les jeunes sont écoutés, pas seulement à la veille des élections? Mais je pense autant notre bourgmestre a tenu les finances de façon remarquable. Les chevilles de la jeunesse a bien travaillé. Notamment, il y a 2 mouvements de jeunes à Assès, le Patro qu'il fallait reloger. Il a été relogé, engagement pris. Les scouts, il y a une difficulté pour le moment. On essaye de trouver une solution. Sur les faits de les écouter, comme disait votre. Oui, mais donc comme le dit Dany, nos jeunes sont structurés par village avec des comités d'animation qui sont écoutés. Par contre, on a mis en place, et moi j'en suis très heureux, une commission consultative des aînés. Et sans doute, peut-être pour la prochaine législature, il faut le formaliser pour les jeunes, mais de façon naturelle, ils connaissent le numéro de téléphone, l'adresse de l'échelle. Et donc les choses se font, je pense, assez bien. Et on a supprimé le couvre-feu, ce qui était une décision importante en début. Couvre-feu du côté de l'opposition. Naturellement, pas de couvre-feu. Il y avait des mesures préventives qui étaient prises chaque année au mois de juin, à la fin de la période des examens, en concertation avec les services sociaux, avec les animateurs de rue, avec la police locale, pour encadrer certains endroits où il y avait des nuisances, essentiellement. Vous l'avez dit, ça aussi on en parlait en 2006, alors par rapport aux propositions de la jeunesse, ici, par rapport à ce qui était tenu en 2010 comme promesse, comme propos, la prochaine fois, je suggère aux autres listes de consulter les jeunes avant de faire le programme. Il y avait 3 axes prioritaires dans la déclaration de politique générale. La création donc d'un conseil consultatif de la jeunesse, j'entends dire qu'ils n'en veulent pas. La création d'une maison de jeunes au sens de la communauté française, j'entends dire qu'ils n'en veulent pas. Il aurait fallu leur demander avant de faire des déclarations à Canal C. Et faire un festival, un projet culturel d'envergure internationale, ils n'en veulent pas non plus, en tout cas il n'y en a pas eu. Donc les 3 axes prioritaires jeunesse n'ont pas été accomplis, mais on va faire mieux la prochaine fois. Ça n'est pas sérieux, il y a une jeunesse active, très dynamique, mais il faut leur proposer effectivement des projets et ne pas déclarer dans les programmes des choses dont ils n'ont pas envie. Alors voilà pour la jeunesse, vous avez parlé également en 2012 des propositions en termes de participation citoyenne. Je vous propose de plonger à nouveau dans notre émission électorale en septembre 2012. Et c'est vrai que il faut amplifier cette participation citoyenne et l'amplifier de plusieurs manières. Aussi en venant à l'écoute des gens, je crois. Hein, le collège et le conseil doivent venir aussi à l'écoute des gens dans chaque village, chaque année. Je crois qu'il faut au moins se rencontrer. Quand on parle consultation, c'est bien prendre l'avis des gens en amont des projets, les associer à l'élaboration des projets, de sorte que les projets, les gens se les approprient parce qu'ils sont les leurs. Venir avec des projets bouclés comme des aménagements routiers, les présenter, c'est de l'information, c'est pas de la consultation. Ces projets ne sont plus amendables. Donc je pense qu'ici, la majorité sortante a longtemps et largement confondu information et consultation. Nous prônons, c'est un axe majeur de notre programme, la consultation et non plus l'information sur les projets aboutis. Voilà, quelques propositions, dont une très concrète. Monsieur Tazio disait sur ce plateau, il y a 6 ans, que le collège devait aller chaque année à la rencontre des citoyens, village par village. Ça a été concrétisé, ça a été mis en place? Je pense que nous avons été bien à l'écoute des citoyens. Tous les échevins issus des différents villages rencontrent régulièrement les citoyens, et surtout au niveau de la CDR.
la commission locale de développement rural, les citoyens ont eu l'occasion de s'exprimer. Il y a eu de nombreuses réunions, les gens ont pu s'exprimer sur les différents projets. Je pense par exemple notamment à la rénovation du Sorinalang. Le projet a été présenté aux riverains et a encore été amendé. Mais ça, c'est au niveau des structures, mais ce que proposait M. Tadion en 2012, c'était de dire chaque année, le collège va à la rencontre dans chaque village. Ça n'a pas été fait, ça, sur le... Vraiment, chaque membre du collège est représentatif de son village et a pu rencontrer des gens dans son village. Oui. Et nous avons instauré le droit d'interpellation citoyenne au conseil communal qui permet aux citoyens de poser une question au conseil communal sur un sujet d'intérêt général. Georges Quinet, par rapport à ce que disait Didier Wan en 2012, il y a plus de consultations que de l'information? Oui, il y a une nette évolution et je pense qu'on reste quand même malgré tout encore un peu timide culturellement par rapport à cette participation. Donc on a cité la commission locale de développement durable, rural, j'ai cité la commission consultative des aînés, tout le travail de Christiane avec la jeunesse. On a une commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité qui fonctionne également très bien. Le droit d'interpellation, avec quelques interpellations, j'en voudrais plus davantage en tant que président du conseil communal, mais on doit vraiment ouvrir encore davantage les portes et les fenêtres parce que la commune n'appartient pas aux élus, mais aux citoyens. Ça, je pense que c'est un enjeu permanent, quelle que soit la majorité. Peut-être une précision, le droit d'interpellation, c'est dans le code de la démocratie locale et donc c'est toute commune confondue. Oui, mais la présidence du conseil communal n'était pas obligatoire, la façon de l'organiser non plus, et moi je voudrais davantage de communication vers les citoyens pour leur dire c'est possible, vous avez un problème avec la SNCB, vous contestez le traité transatlantique, le lotissement de Sarre-Bernard, mais venez vous exprimer, on va vous répondre. Il y a des évolutions dans ce domaine-là, concrètement. Elles sont nettes, mais elles devraient être encore plus fortes. Il y a des dossiers où c'était extrêmement lacunaire. Je pense par exemple à la fameuse route de Mont à Mayen, à Courrières, où là vraiment on a occulté l'information, on a cherché à ce que le citoyen ne puisse pas entrer dans le débat. Puisqu'on a confondu. Du contraire, il n'y a encore rien. Non, on a confondu l'intervention de géomètres sur le terrain qui était en fait choisi. C'est expliqué pour les spectateurs. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, mais là, franchement, on nous a raconté n'importe quoi dans cette histoire de voirie. Ce n'est pas un bel exemple, effectivement, de consultation, de concertation citoyenne. Ce projet. Au contraire, justement au contraire. Nous avons fait toute la clarté, nous avons expliqué que nous en sommes encore au stade d'une étude, il n'y a pas encore de projet, donc il n'y a encore rien sur lequel communiquer. C'est pas une étude qui n'est pas encore une étude de faisabilité. Pour l'instant, cette route sera peut-être faisable. Et le conseil communal unanime, moins une voix à Hélène, s'est prononcé contre ce projet. Donc vous dites on ne cache rien. On ne cache rien, mais non, au contraire, j'ai fait la clarté au conseil communal du mois de mars. Donc c'est un projet de route entre Montgaudine et la clarté a été faite au conseil du mois de mars. Je suis sûr que cette question reviendra en automne. Pour la communication, avant, M. Bottard, une semaine après le vote de la motion, à l'initiative d'Hélène, puisque nous avions fixé le point à l'ordre du jour d'un conseil précédent, mais la majorité a brillé par son absence, n'a pas souhaité communiquer à ce moment-là. La motion, 15 jours après, 3 semaines après, a été votée sans respecter le code de la démocratie locale, puisque le préavis légal et le dépôt des pièces n'étaient pas disponibles. C'est le formalisme d'Hélène. Nous avons eu plusieurs... Attendez, il y a une loi et un code de la démocratie locale. Si vous n'aimez pas les lois, ça c'est malheureusement démontré quelquefois. Par rapport au fond. Pour revenir sur la route de Mont en matière de communication, 10 jours après le vote de cette motion, le directeur régional des voiries, des ponts et chaussées de la province est venu expliquer le tracé potentiel de cette voirie au PCDR, à la commission de développement rural dont vous parlez. Donc, je pense que tout le monde en a été bien surpris, la majorité en premier, que ce responsable, ce plus haut fonctionnaire des voiries de la province, venait dire s'il y a une route, c'est là qu'elle ira. Donc, il faudrait mieux se concerter, et en matière de transparence, ça a été un échec parlementaire. Un point de vue divergent par rapport à la transparence, puisqu'on parle de participation citoyenne, on va parler des citoyens. Et une nouvelle liste citoyenne va être créée sans doute du côté d'Assès, c'est son nom, c'est-à-dire ces citoyens ont décidé de créer une liste. Principale raison avancée, sans doute que vous les connaissez, ils ne se reconnaissent plus dans leur élu, ils en ont marre des querelles entre majorité et opposition. Madame Marchal, est-ce que vous trouvez ces griefs citoyens exagérés ou pas? Donc quand ils parlent de querelles entre majorité et opposition, ils ne se reconnaissent plus dans les élus? Je pense, oui, des querelles, il y en a, mais est-ce qu'on peut dire que l'opposition a participé, a essayé d'être constructif aussi? Les querelles, effectivement, lors des conseils, il y en a eu pratiquement à chaque fois. Donc, entre les lignes, là, vous dites que l'opposition n'est pas constructive et que ça nuit au débat? Voilà, ça peut nuire au débat.
certaines fois. Réaction de la part de Mais l'opposition? non, pas du tout. En ce qui concerne, par exemple, le fameux dossier de voirie, si vous permettez d'en parler, donc entre Mont et Courrières, c'est vraiment l'exemple le plus typique où la population peut participer à quelque chose de constructif. La clinique de Montgodine, nous avons le privilège d'avoir un établissement universitaire interhospitalier maintenant, avec les fusions avec Dinan, avec Namur. Si vous me permettez qu'on aborde un petit peu ce sujet, un établissement de pointe. On n'aura pas le temps, je vous le dis. Mais je voudrais quand même l'évoquer. Un établissement remarquable, avec plus de 2000 travailleurs, avec des centaines de médecins de très haute qualification, qui se trouve implanté au milieu de nulle part. Et je voudrais quand même dire que c'est un exemple assez typique de la région wallonne. C'était un sanatorium au départ qui était... Donc vous êtes pour la création d'une route entre Mayens et Non, justement pas. Il faut nuancer le propos et dire que la région wallonne ici se trouve devant un challenge qu'il faut remplir, qu'il faut soutenir cet hôpital de pointe. Et comment peut-elle le faire? Mais d'une manière tout à fait originale. Alors quand j'entends qu'on ne monte pas de projet, c'est tout à fait inexact. Comment peut-elle le faire? C'est précisément en soutenant l'ensemble des villages concernés par les voiries, en distribuant le trafic sur l'ensemble des 3 villages et en subsidiant, en soutenant des projets d'équipement des voiries existantes qu'on peut améliorer facilement en redistribuant la circulation. C'est exactement la position de la majorité depuis 6 ans. Comme je l'ai indiqué au Conseil communal du 6 mars, depuis 6 ans, nous demandons l'amélioration des routes existantes. Donc ça a été la position de la majorité qui n'a pas changé. J'ai participé à quasiment toutes les réunions. À chaque réunion, nous avons dit ce que nous devons faire, c'est améliorer les voiries existantes, ne pas créer une nouvelle voirie qui serait un appel d'air pour les camions et pour les véhicules rapides. Voilà, c'est un dossier dont on aura aussi notamment l'occasion de reparler. Il reste 5 minutes d'émission, si vous voulez bien. On va parler des finances, parce que c'est quand même important de parler de l'état des finances. On se souvient qu'en 2012, les partis comme Écolo, je pense aussi du côté de Hadrock, vous disiez, voilà, cette nouvelle maison communale, elle va plomber les finances. Où en est-on 6 ans après? Est-ce qu'on peut dire, je vais peut-être me tourner vers M. Weverberg, c'est vrai, parce que vous êtes en charge des finances, vous êtes le trésorier de la commune. Est-ce qu'on peut dire que 6 ans après, la situation est au beau fixe ou pas? La situation est au beau fixe. Le résultat du compte 2017 s'élève à un boni d'1 900 000 € par rapport à la situation dont nous avons hérité fin 2012, où pour la première fois dans l'histoire de la commune d'Assès, il y avait un déficit à l'ordinaire d'à peu près 30 000 € et un déficit extraordinaire qui approchait le million d'euros. Il nous manquait 1 million d'euros pour financer la nouvelle maison communale. Ça a été fait, les finances ont été spectaculairement redressées et nous laisserons quasiment 2 millions d'euros en bonnet. Ceci dit, juste vous dire, vous m'avez dit que dès 2019, c'était lors du budget 2018, vous m'avez dit que dès 2019, l'équilibre budgétaire sera difficile à atteindre. Au service ordinaire. Donc pour les dépenses ordinaires, effectivement, les dépenses sont égales aux recettes. Mais nous avons une cagnotte d'à peu près 2 millions d'euros pour les investissements. Voilà. Du côté de l'opposition, vous entendez ici la majorité dire que finalement, on a remis les pendules à l'heure concernant le budget. J'aurais voulu dire un tout petit mot sur la participation et sur la liste citoyenne. Nous sommes tous des listes de citoyens. Hein, oui. Et les citoyens, quand ils sont élus, ils sont soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Donc, il n'y a pas de nouveaux élus et d'anciens élus qu'il faut nécessairement critiquer. Tout le monde a envie de faire bonifier la commune, tout le monde travaille dans l'intérêt général. Et je me réjouis de l'arrivée de nouveaux candidats. Et ALN n'a cessé, sur plusieurs dossiers, d'impulser, d'insuffler, de donner des idées à la majorité pour améliorer certaines choses. Et donc, nous avons été constructifs. Un exemple, rapidement? Je prends l'exemple de la nouvelle maison communale. Il y a des problèmes de malfaçon, il y a des problèmes de troubles pour le personnel qui y travaille. Et je crois pouvoir dire que j'ai plus d'une fois donné à la majorité des pistes, des outils pour actionner la responsabilité des constructeurs et pour améliorer le cadre de vie du personnel. La directrice en général du CPAS est venue faire un cri d'alarme au conseil communal en disant « mais aidez-nous, le personnel ne travaille pas dans de bonnes conditions ». Et donc on ne peut pas dire qu'ALN n'a pas soutenu un certain nombre de projets qui étaient favorables aux travailleurs et aux citoyens. Allez, un exemple juste, parce qu'on ne vous a pas entendu sur le budget, par rapport à 6 ans, c'est vrai qu'on entendait, on a vidé les caisses. À partir du moment où on investit, comme on a investi entre 2006 et 2012, les transferts de l'ordinaire à l'extraordinaire se font, ils alimentent évidemment l'équilibre de l'extraordinaire. Quand vous annoncez un budget ou un compte plutôt
un compte budgétaire en boni, puisqu'on vient de l'apprendre, de l'ordre de 2 millions, ça veut dire deux choses. Soit le budget a été mal préparé, ou en tout cas il y a des recettes tout à fait inattendues, soit on n'a pas investi. Donc on travaille actuellement à l'équilibre, effectivement, avec 10 millions d'euros, et nous devions travailler avec 6 millions. Alors, ne regrettons quand même pas la construction de cette maison communale et les nombreuses infrastructures que nous avons réalisées entre 2006 et 2012, ne les regrettons pas. Vous devriez recommencer la maison communale aujourd'hui, vous n'y arriveriez jamais. Que du contraire, si nous avons mis 2 millions de côté, c'est justement pour pouvoir payer les projets que nous avons actuellement. Nous avons un projet de 900 000 € à Kruppen, nous avons refaire toute la voirie du centre d'Assès, c'est aussi 600 000 €. Donc cet argent-là, il est disponible. Nous ne devrons pas l'emprunter. Il ne nous manquera pas, comme il a manqué en début de législature, pour payer dans cette maison. Rapidement, moi je voudrais féliciter notre bourgmestre qui était chef des finances depuis le début de la législature sur la manière dont il a tenu les cordons de la bourse dans un contexte où les choix fédéraux, les choix politiques de l'État fédéral plombent les finances locales. Donc là, on est arrivé à un équilibre en démarrant de zéro. Je voudrais aussi me réjouir d'une évolution du climat de débat démocratique au sein du Conseil communal. On a commencé sur des bases très difficiles. Il a fallu que la nouvelle majorité convoque elle-même le Conseil communal pour pouvoir entrer en place. Il y a eu une contestation devant le Conseil d'État plutôt téméraire, pour ne pas utiliser d'autres termes, de la part de la. On a commencé sur des bases difficiles et je trouve qu'on a trouvé une capacité de dialogue au sein du Conseil communal qui est meilleure. Et moi je formule le vœu, quelle que soit la majorité après les élections d'octobre, qu'on conserve en tout cas cet esprit de collaboration. Finalement, nous sommes le conseil d'administration de la commune. Il y a une majorité, il y a une opposition, mais nous devons travailler davantage ensemble au profit des Assessoises et des Assessois. Une petite boutade, c'est un appel à une union générale de Assès? Non, parce que je pense que c'est normal en démocratie qu'il y ait une majorité et une opposition. J'ai la chance ou la malchance dans d'autres endroits d'être dans l'opposition. J'essaye que l'opposition soit respectée. Il est important qu'elle respecte aussi le travail de la majorité et qu'elle se montre davantage, peut-être parfois constructive. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai parfois eu l'impression que c'était la politique de la terre brûlée, mais après le Conseil, il y a moyen de... On va devoir clore l'émission. Là, on a entendu votre point de vue. Je ne doute pas que vous allez répondre favorablement à notre invitation en octobre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections communales. Et donc, on vous retrouvera sur ce plateau en octobre pour un débat électoral. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.